Ce programme vous est présenté par Nexans. Salut à tous et merci de nous retrouver alors pour une émission spéciale en partenariat avec Nexans. Et si on parle de Nexans, si vous connaissez le business, l'économie, les entreprises, vous allez comprendre qu'on va passer une demi-heure sur ce qui est sans doute quand même le cœur du sujet de l'électricité et de l'énergie, mais qui est un aspect que tout le monde laisse de côté. On va démarrer là-dessus d'ailleurs. Pourquoi est-ce que tout le monde laisse de côté les réseaux, l'élément physique intangible qui fera que, quels que soient nos progrès, nos investissements en termes de production, nos progrès en termes d'efficacité énergétique, de sobriété de consommation, il va falloir, et de plus en plus, qu'il y ait un réseau de plus en plus intelligent pour supporter tout ça. Donc on va en parler pendant une demi-heure avec les experts et les acteurs du secteur. C'est parti, restez avec nous. Et donc, autour de la table, donc Christopher Guérin, bonjour Christopher, directeur général de Nexans, leader mondial aujourd'hui L'un des leaders mondiaux. L'un des leaders mondiaux. Ouais. Vous êtes combien d'acteurs sur ce marché du, alors on va dire câble électrique, je ne sais pas comment tu l'appelles toi-même, en plus avec la restructuration que tu as faite de concentrer Nexans sur cette activité. Bon, globalement, il y a 2000 câbleurs dans le monde, si on inclut le télécom également, parce qu'il y a beaucoup d'investissements dans le télécom, dans l'automobile, mais sur le réseau énergétique, on est plutôt une dizaine. D'accord. Emmanuel Fagès, salut Emmanuel. Bonjour. Donc expert énergie chez Roland Berger. On va faire la big picture avec toi dans un instant, mais je voulais commencer avec Antoine Jourdain. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes directeur technique et international Enedis. Oui. Enedis par exemple, Enedis est un des services vitaux de notre vie. Voilà, je le dis comme ça. Je réfléchissais, vous savez, pendant le confinement, je disais, mais ce qu'on vit, c'est rien à côté d'un blackout. Voilà. Et pourtant, je ne sais pas, tiens, quelle est la notoriété de la marque Enedis aujourd'hui Enedis, ça remonte pas mal, puisqu'avant on s'appelait ERDF, on est la filiale d'EDF. Donc Enedis, on a changé de nom il y a 4 ans maintenant, donc on est à peu près à 50%, ça commence à monter progressivement. Et les gens savent que c'est le réseau électrique, basse tension le réseau, les gens, ils entendent parler de nous, surtout quand il y a des problèmes. Mais généralement, quand vous appuyez sur le bouton de à la maison, ça fonctionne. Donc tant que ça fonctionne bien, on n'entend pas trop parler de nous. Et on fait tout pour que ça continue comme ça. Et on aura l'occasion de parler avec la transition énergétique. C'est un vrai souci. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait l'absence de discussion autour des réseaux. C'est-à-dire, c'est le bien commun, en fait. Et on a beaucoup de mal à parler de nos biens communs. Il n'y a pas de concurrence autour des réseaux, il n'y a pas de situation comme ça qui, de temps en temps, attire les feux de l'actualité. Non, effectivement, les réseaux appartiennent aux collectivités locales et nous, on opère le réseau pour leur compte. Donc, on est concessionnaire ad vitam aeternam pour le moment. Et donc, effectivement, c'est un monopole, mais c'est pas plus mal parce qu'avoir 2 filières électriques qui arrivent chez vous, ça servirait pas à grand-chose. Je suis d'accord. Et donc, on essaye de le faire fonctionner au mieux, le mieux possible et avec pas mal d'évolutions, avec pas mal de numérique, le compteur Linky dont on a parlé longtemps ces dernières années, mais on peut revenir dessus si vous le souhaitez. Et oh là, ça a été une saga ça, le compteur Linky. Vous savez, tiens, je vais révéler un truc quand même. 2 fois, depuis que je suis en 35 ans de carrière journalistique, 2 fois j'ai reçu ce qui peut s'appeler une forme de pression, et l'une des 2 fois ça a été autour du compteur Linky. L'enjeu était tellement important, qu'on m'a fait comprendre, et d'ailleurs je l'ai compris, que on n'avait pas le droit de... Comment est-ce que je vais dire ça ? On n'avait pas le droit de jouer avec cet enjeu-là, quoi. Voilà, fallait vraiment le traiter ultra sérieusement. Je pense qu'effectivement, alors, on dit plutôt la tension, chez nous, la pression, c'est plutôt chez nos amis gaziers. Mais effectivement, c'est quand même un enjeu vraiment considérable. C'était un investissement de plus de 4 milliards d'euros. Et puis, c'est la brique essentielle pour faire fonctionner la transition énergétique. Voilà. Donc, avec les compteurs communicants, on a les données qui nous permettent de gérer l'ensemble du réseau. Et effectivement,
toutes les énergies intermittentes sans un réseau qui fonctionne de manière intelligente, eh ben, ça coûterait beaucoup plus cher et ce serait beaucoup moins efficace. Emmanuel, pourquoi est-ce que l'électricité va connaître une croissance de consommation et donc de production dans les années qui viennent qui va être très spectaculaire? Avant tout parce que c'est un des moyens principaux qu'on a de décarboner. Ouais. C'est-à-dire qu'en amont de tous ces réseaux dont on parle, il y a de la production. La production qui a été pendant longtemps et qui est encore très appuyée sur des combustibles fossiles, elle doit passer vers des moyens décarbonés de produire. Voilà. On parle des renouvelables, on parle du nucléaire. Il y a tout un panel. Mais du coup, l'électricité doit augmenter en proportion, alors même qu'il ne faut pas l'oublier, on cherche à diminuer la consommation d'énergie d'ensemble, on cherche à faire de l'efficacité énergétique, mais la part de l'électricité doit augmenter très fort. Ouais. Et donc, on va... Alors, quand on dit très fort, c'est quoi? C'est quoi le chemin vers lequel on va, là? Vous avez vu les scénarios qui ont été proposés par RTE récemment. On remonte, alors qu'aujourd'hui, pour vous donner... Donc, RTE, d'un mot, c'est je ne sais pas si on peut dire le grand frère d'Enedis, ça vient un peu avant, à la sortie de la centrale. Il y a la haute tension, c'est RTE, et ensuite c'est Enedis. Le transport d'électricité, RTE. Donc RTE a fait des scénarios de prévision, et vous voyez alors qu'actuellement on est autour de 470 TWh consommés en France, ils ont des scénarios qui s'étagent entre 600 et 800 TWh de consommation à l'horizon 2050. Donc on va de nouveau connaître une phase d'expansion de la demande électrique. Et c'est-à-dire, sachant que si on parle de la France, c'est 470 TWh, on a déjà aujourd'hui du mal à les produire. Enfin, c'est juste, quoi, voilà, on va le dire comme ça. Par moment, il peut y avoir des situations de tension quand effectivement se cumule une faible disponibilité du parc et une forte demande due, par exemple, à la température. Donc, doublement, globalement, de la consommation d'électricité, des besoins en électricité d'ici 2050, c'est ça l'idée? Un peu moins, sans doute, un peu moins, mais effectivement une croissance à nouveau, ce qu'on n'avait pas connu quand même, en tout cas dans des proportions telles depuis longtemps. Et les réseaux au milieu de ça, qui doivent assurer effectivement le transport puis la distribution jusqu'au client final. Christopher, c'est, j'imagine, la clé d'ailleurs du virage stratégique que vous avez fait prendre à Nexans. Ce que Emmanuel nous dit là pour la France et puis j'imagine pour l'Europe, vous le retrouvez partout dans le monde aujourd'hui, cette idée qu'il va falloir 30%, 40% de plus, mais beaucoup plus de production et de distribution d'électricité dans les années qui viennent. Oui, c'est partout dans tous les pays. On regarde les États-Unis, le plan Biden sur l'électrification, c'est 2000 milliards d'investissements, de manière générale sur les infrastructures, dont la moitié sur les infrastructures électriques. Donc oui, on le voit partout. On est au début des 30 glorieuses de l'électricité encore. Il va se passer dans les 20 prochaines années ce qui s'est passé entre 1900, 1920 et 1950 et 1970, où les pays ont massivement investi pour la génération d'électricité, pour bâtir les réseaux électriques sur lesquels on s'appuie aujourd'hui. Maintenant, il faut de l'énergie décarbonée, donc une nouvelle source de génération d'électricité, repenser les réseaux haute tension et moyenne tension, et puis toujours cette voie vers l'électrification, parce qu'on parle de véhicules électriques ou de basculement du thermique à l'électrique au sein des systèmes de chauffage, il faut également de l'électrification pour réduire l'empreinte carbone. Est-ce que alors je ne veux pas vous emmener sur ces terrains-là, mais la façon dont tu viens de le dire là est assez spectaculaire. C'est-à-dire, donc 1900-1920, là c'est la naissance de la fée électricité, enfin sa généralisation absolument partout, ce qui donnera d'ailleurs les Roaring Twenties, ce qui donnera d'ailleurs un moment de production économique absolument incroyable. 1950-1970 aussi. La génération par le pétrole. Est-ce qu'on peut attendre un même élan comme ça autour de ces investissements électriques et de se dire qu'on tient là aussi la clé d'une révolution industrielle, au-delà des enjeux de décarbonation sur lesquels on va revenir évidemment? Alors oui, révolution industrielle, c'est évident parce qu'il va falloir subvenir aux besoins, parce qu'il y a un peu du en même temps partout, c'est que tous les pays y vont en même temps, à la fois sur la génération et sur le renouvellement des réseaux, mais il y a énormément de contraintes à gérer sur la partie amont, sur la partie matière première, parce qu'il va falloir subvenir aux besoins de tout le monde. Donc il y a un très gros défi qui se met en place et il va falloir raisonner un peu en écosystème entre entreprises pour préparer ça. Comment est-ce que alors Enedis justement regarde ce qui pourrait être quand même une montagne à gravir, un Himalaya devant vous aujourd'hui, Antoine? Alors effectivement, nous on le regarde
avec beaucoup d'envie. Avec beaucoup d'envie, plus d'envie que d'inquiétude? Oh, bah, évidemment, quand on a plein de projets, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir beaucoup trop de projets que pas assez, quand même. Si on a les moyens de les relever. Si on a les moyens de les relever. Je pense qu'on aura les moyens. Aujourd'hui, notre réseau, il fait 35 fois le tour de la Terre. Et on pense qu'avec cette révolution, à peu près... Comment ça, le réseau français? Le réseau d'Enedis, qui coopère Enedis, il fait 35 fois le tour de la Terre. Donc il faut qu'on le maintienne. Tous les 4... ça fait du kilomètre de câble. Ça fait du kilomètre de câble. 1,4 million de kilomètres. Donc de câbles opérés par Enedis. Et donc à peu près tous les 4 ans, on construit un nouveau tour de la Terre. Et tous les 4 ans à peu près, on rénove, puisqu'il faut bien aussi que notre réseau reste moderne, on rénove aussi un tour de la Terre. Donc en gros, pour faire très très simple, on fait 2 tours de la Terre tous les 4 ans, avec pas exactement que des nouveaux câbles quand même, mais avec quand même des volumes importants. Et ça va s'accélérer. Et en fait, ça va s'accélérer avec la transition énergétique, puisqu'on considère que quand on met 1 euro dans le renouvelable, on met 1 euro dans le réseau, à peu près, avec le transport et la distribution. En quoi le renouvelable est-il particulier ? En quoi nécessite-t-il un réseau plus intelligent ? Alors, il est très particulier par rapport aux moyens centralisés, c'est qu'il est décentralisé. Avant, vous aviez des grandes centrales à un endroit et ça irriguait l'ensemble de la région ou du pays, et c'était relativement simple. Aujourd'hui, on a d'ores et déjà 500 000 unités de production reliées au réseau de distribution d'Enedis. Dans une dizaine d'années, on sera plutôt aux alentours de 2 millions. Et avec, donc, dans le passé, on avait des moyens centralisés qu'on commandait. Là, on a des moyens décentralisés sur l'ensemble du territoire que commande soit le vent, soit le soleil. Et nous, il faut qu'on ajuste tout ça avec nos amis de RTE pour que quand vous appuyez sur le bouton, ça fait toujours le même effet, ça s'allume et quand vous voulez que ça s'éteigne, ça s'éteint. Et en plus, il y a plein de nouveaux usages qui arrivent. Il y a la voiture électrique, là, qui va changer aussi la vie, avec l'équipement massif des réseaux, enfin des bornes en sous-sol, sur la voie publique, un peu partout. Et puis les pompes à chaleur qui vont se développer fortement. Donc c'est vraiment pour nous un avenir très, très, très radieux, au point de vue capacité à travailler. Moi, c'est comme Antoine, ça que je le vois. Je suis entouré une sacrée colline, oui. Je suis sûr que je suis entouré de polytechniciens. Non. Non ? Pas tous. Pas tous. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, bête comme chou. C'est que quand un électron rentre, il faut qu'un électron sorte. Voilà. Le réseau, il faut l'équilibrer en temps réel, en permanence. Voilà. Alors, on aura un peu de batterie quand même d'ici là. Un peu de moyens de stockage. Un petit peu de stockage. C'est un défi qui paraît dingue. Tel que tu viens de le décrire là, c'est un défi qui paraît dingue. Nous. Et il faut énormément d'intelligence dans les réseaux, j'imagine. Exactement. C'est ce qu'on appelle les réseaux intelligents. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de smart grid. D'ailleurs, on est un peu dans la course des smart grid. Là, on a été nommé numéro 1 mondial. Ça a été décerné par Singapour, là, par une université de Singapour, qu'on est numéro 1 mondial des smart grids. Et on s'y emploie beaucoup. Quoi, la France, Enedis numéro 1 mondial des smart grids. Exactement, oui. Ça m'avait échappé, ça. Voilà, bravo. Cocorico. Juste pour faire cocorico, mais quand même. Christopher, c'est Nexans qui injecte l'intelligence dans les réseaux. Où est-ce que vous vous placez, justement ? On va parler de la bataille pour le cuivre, qui, celle-là, j'arrive à peu près à la comprendre. Mais l'intelligence dans les réseaux... L'intelligence des réseaux, elle est d'abord chez Enedis. Elle est d'abord chez Enedis, donc Antoine va en parler. Et nous, on essaye de rajouter une couche d'intelligence également en insérant maintenant de l'Internet des objets dans nos câbles, pour voir si en cas de vol, en cas d'obsolescence plus rapide que prévu, Enedis puisse être alerté. Maintenance prédictive, c'est ça le... Maintenance prédictive, oui. Voilà, le terme un tout petit peu barbare. Mais mais encore un mot, parce que maintenance prédictive, intelligence des réseaux, est-ce que, question toute bête, mais est-ce qu'on peut augmenter, réduire les capacités de débit ? Enfin, est-ce qu'à travers le câble, on peut déjà donner à Enedis des éléments qui l'aident à piloter plus finement, justement, cette consommation et cet équilibre ? Déjà, je vais faire ping-pong avec Antoine. Déjà, avec des câbles de nouvelle génération, l'output sera bien supérieur à tout ce qui a été enterré dans les années 50 et 70. Il n'y a pas photo. Et après, en termes de régulation... L'output, qu'est-ce que tu appelles l'output ? L'output, la puissance.
L'efficacité du câble, Ouais. d'accord. Oui, puis la sûreté, il y a beaucoup moins de pannes, les jonctions entre câbles, puisqu'un câble, ça ne peut pas faire 1,4 million de kilomètres, c'est juste un câble. Hein, Non, on ne sait pas faire ça. Il y a des boîtes de jonction, ce qu'on appelle c'est beaucoup plus fiable, et effectivement, on a des partenariats avec des entreprises telles que Nexans, puisqu'il faut préparer pour avoir des matériels qui durent de plus en plus longtemps, puisque les câbles vont être de plus en plus sollicités. Redonne-moi le chiffre là de tour de la Terre. 35 fois le tour de la Terre. Mais ça, c'est la France. Donc ça veut dire. Mais c'est que la France, ça, oui. Vous avez une idée de. Non, à l'échelle du monde, vous n'avez jamais. Même pas. Non, J'avais on qu'un peut faire une règle de 3, hein, ça fait un tour de la Terre par million d'habitants. Je sais pas. Donc oui, on va. On va vous vous laisser faire la règle de 3. mais... On est très maillé en France par rapport à d'autres pays. Oui, voilà. Emmanuel, allez. 3 défis. On va laisser de côté, on ira avec Christopher sur les matières premières. L'un des défis les plus importants, choisis un défi important devant toi. Ça peut être le défi du financement, par exemple, hein, parce que c'est une question qu'il va falloir poser. Combien ça va coûter tout ça ? Alors ça, c'est très bon, très, très, très bon point. Qui va financer ou comment, à quelles conditions ? Second défi... Il y a un chiffre impressionnant là, qu'on va voir, mais on a même du mal d'ailleurs à réaliser ce que ça représente, c'est 25 000 milliards d'investissements. Quelque chose comme ça, oui, sans doute. Autour de la production, des réseaux. Et comme on le disait tout à l'heure, à peu près... de l'écosystème électrique. À part égale entre, effectivement, la production et les réseaux. Voilà. Je pense que ça c'est le total. Et il faut retenir que c'est 50-50, ce qu'on entend, ou ce qu'on oublie souvent. Non, mais il va falloir le financer, ça. Oui. Après, ça sera sans... On a du mal, là, pour une petite bosse liée à un problème sur le gaz, tu vois. Et puis on voit bien ce qui se passe aux États-Unis. Ça nous coûte 25 milliards d'essayer d'étaler cette bosse-là en termes d'argent public. C'est ça. Et là, on parle de 1000 fois ça. Et là, on parle de 1000 fois ça. C'est le monde entier, là. Ouais. Oui, c'est le monde entier. En fait, en France, on Mais dans votre idée, c'est le consommateur qui va financer ça, forcément, d'une manière ou d'une autre ? À la fin, oui. Ouais. Après, qui va amener l'argent, ça va être un mélange d'État, parce que quand même, il y a une forte composante publique à tous ces réseaux. Et puis peut-être, il va falloir mobiliser le financement privé, des fonds d'infrastructure qui sont aussi là pour ça. Ouais. Nous, aujourd'hui, à Enedis, on investit 4 milliards d'euros par an sur nos réseaux. Et on pense que, alors suivant les scénarios développés par RTE, ça pourrait doubler à l'horizon 2050. Sur certains scénarios. Et ces investissements, nous, consommateurs d'électricité, on les paye à travers la facture d'électricité. Voilà, mais non, mais c'est intéressant. Vous les payez déjà, donc en fait, à l'horizon 2050, sur la facture, elle va croître, mais elle ne va pas croître de manière démesurée. On est un peu au-dessus de l'inflation. Alors, on ne sait pas, maintenant quand on parle d'inflation, c'est plus de quel chiffre on parle. Hein, oui, maintenant il va falloir arrêter de dire on est un peu au-dessus de l'inflation, parce que les chiffres peuvent devenir impressionnants. Mais on est sur des chiffres bien entendu, qui sont élevés pour les gens qui payent leurs factures, mais qui restent dans l'ordre du raisonnable, me semble-t-il. Christopher, défi de matières premières. Le cuivre. Je vais te donner 3 chiffres. En 1995, la consommation mondiale de cuivre était à peu près 9 millions de tonnes. Tout secteur confondu. Je ne parle pas que de câble, c'est la consommation de cuivre à échelle mondiale. 25 ans plus tard, donc à peu près aujourd'hui, on est passé de 9 millions de tonnes à 20 millions de tonnes. Donc on a doublé en 25 ans. Et quand on regarde la modélisation de l'IEA, avec tous ces défis d'investissement, on devrait passer d'ici 2030, donc dans seulement 9 ans, de 20 millions de tonnes à 35 millions de tonnes. Et donc, la capacité d'extraction de cuivre, il y a d'importantes réserves dans le monde, mais beaucoup de mines ne sont pas encore ouvertes. Aujourd'hui, il y a une parfaite synchronisation ou balance entre la demande et l'extraction. On est à peu près donc, à 22 millions de tonnes d'extraction au niveau mondial. Alors, il faut savoir que c'est essentiellement Pérou, Chili et Zambie. Ces 3 pays couvrent 60% de l'extraction du cuivre dans le monde. Ça, c'est une fragilité. Ça. Oui, parce qu'ils sont tous en train d'investir énormément pour l'accès à des nouvelles mines, mais non pas pour suivre la croissance, pour remplacer la fin de mines existantes qui sont déjà à 1 km de profondeur d'extraction de cuivre. La rareté est là, quoi. Il commence à manquer de cuivre, donc il va falloir ouvrir des nouvelles mines. Donc en fait, la problématique numéro 1, ça va être de pouvoir suivre la croissance de l'aluminium et du cuivre pour subvenir aux besoins de nos clients. Ça va être un gros défi. Et la seule solution qu'on voit à court terme, parce que je pense que ça va se résorber à long terme, mais à court, moyen terme, c'est-à-dire dans les 5-7 prochaines années, ça va être le recyclage. C'est inévitable. Il n'y aura pas de cuivre neuf ou d'aluminium neuf pour subvenir aux besoins. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Ça peut devenir même la
première source, en fait, d'approvisionnement en cuivre? Non, ça ne pourra pas devenir la première source parce qu'on sera incapable même si le cuivre et l'aluminium sont recyclables à l'infini, on sera incapable de subvenir avec ces éléments de cuivre recyclé parce qu'il faut que le cuivre soit pur à 99,99% pour rentrer dans les réseaux, ou l'aluminium également. Donc c'est un mix des deux. Mais ce qu'il faut surtout qu'on ait en tête, c'est qu'on est sur des mines urbaines. Quand on démantèle des vieux réseaux pour mettre des nouveaux cuivres, il faut absolument récupérer les déchets pour les recycler et les refaire partir en économie circulaire pour les futurs câbles. Et ça, c'est le boulot de Nexans aussi? Nexans a conservé, on est le seul acteur dans le monde, alors là pour le coup on est le seul acteur dans le monde à avoir encore cette intégration verticale. On a nos propres fonderies de cuivre, on en a une à Lens, dans le bassin minier lensois, on en a une à Montréal, on en a 3 en Amérique du Sud. Donc on a cette capacité de récupérer du cuivre recyclé et de le réinjecter dans des nouveaux câbles. Et ça représente quel pourcentage aujourd'hui du cuivre utilisé par Nexans, ce qui est recyclé? Alors nous, Nexans, en câblerie, on recycle à peu près 80% des déchets de cuivre, mais dans nos fours à fusion, qui font cette âme conductrice de cuivre, cette barre de 8 mm qui conduit l'électricité, aujourd'hui elle est faite à entre 5 et 15% de cuivre recyclé. Et l'objectif, c'est de pousser ça à 30%. Ce qui est important quand même déjà, 5-15%. Et tu te dis, toi, que ça peut être c'est un levier d'investissement pour Nexans aujourd'hui que d'essayer de développer ses capacités de recyclage? Ah bah oui, parce que bon, tu l'as compris à travers les chiffres d'Emmanuel et d'Antoine, la croissance, elle est là. Donc il n'y a pas de problème de croissance. Oui, c'est ça, la croissance, elle est là. La croissance, elle est là. La question, c'est est-ce qu'il y aura assez de matières premières pour tout le monde? Non, et en plus, on est dans un espèce de paradoxe, mais ça, c'est très intéressant, parce qu'on le vit sur chacun des éléments de la transition énergétique, c'est-à-dire ouvrir des mines pour moins polluer. Oui. C'est compliqué. Ça devient compliqué, parce que l'ouverture d'une mine avant se faisait en 4 ans. Maintenant, avec les régulations environnementales, quand tu prends la décision d'ouvrir une mine et l'ouverture physique, il se passe 8 ans maintenant. Et je peux te dire qu'il y a des mines qui vont ouvrir là, mais ça ne sera pas suffisant pour les 9 prochaines années. Donc il va y avoir un gros défi. Interconnexion, est-ce que ça aussi c'est un défi important? Et on en parle beaucoup, et on caricature, je crois qu'on peut le dire quand même beaucoup aujourd'hui, le marché européen de l'énergie. C'est vrai qu'en même temps c'est compliqué, bon d'accord. Mais les interconnexions sont au cœur quand même aujourd'hui de la stabilité de l'ensemble des réseaux? De la stabilité et de l'optimisation, c'est-à-dire pour qu'un réseau global, plus un réseau est large, plus il peut être efficace. Et donc les interconnexions sont là pour optimiser les échanges d'énergie. À un moment, il peut y avoir une pointe de froid dans un pays et pas un peu plus à l'est ou à l'ouest. Et donc, du coup, importer ou exporter à ces moments-là permet d'équilibrer sans avoir à surinvestir localement. Donc oui, les interconnexions sont importantes. Plus généralement, un second défi que je citerai moi, c'est celui de la gestion de la courbe de charge. Ça va devenir un défi très important. Vas-y, il faut m'expliquer parce que je ne sais pas. En fait, un réseau est dimensionné pour passer ce qu'on appelle une pointe de demande. Une fois dans l'année, il va faire le plus froid, voilà. Et ce jour-là, il y aura un certain nombre de gigawatts. Première semaine de février, assez souvent. Par exemple, voilà. En tout cas, généralement en hiver aujourd'hui. En tout cas, dans nos pays. Dans d'autres pays, ça peut être des pointes d'été avec la climatisation, mais il faut savoir passer cette pointe. Et en fait, les interconnexions permettent d'aller chercher une partie de la production dans des pays voisins, s'ils ont de la disponibilité. Donc c'est pour ça qu'elles sont utiles. Après, il faut aussi savoir effacer, si on peut, certains des utilisateurs, sans dégâts économiques, avec leur plein accord, mais sinon on parle de délestage. Et donc cet effacement, c'est celui de la gestion de la courbe de charge. C'est-à-dire pour réduire l'appel à la pointe, il faut savoir déplacer la consommation. Quand on parlait, comme Antoine le disait tout à l'heure, de nouveaux usages comme l'électrification du transport, le véhicule électrique, mais aussi, par exemple, l'électrification d'une partie de l'industrie, ou l'arrivée, on ne l'a pas encore cité, de l'hydrogène. Oui. Ça va demander beaucoup de puissance, l'hydrogène vert, par électrolyse. Eh bien ça, il va falloir savoir dispatcher la demande comme avant on dispatchait l'offre. Antoine, sur ces éléments-là? Non, alors, effacement, on le dit d'un mot, c'est-à-dire que c'est de la flexibilité. Des électro-intensifs, on appelle ça comme ça, des industriels qui consomment beaucoup d'électricité et qui, à un moment, acceptent de s'arrêter. Ils sont rémunérés pour ça, d'ailleurs. Voilà, acceptent de s'arrêter pour, effectivement, écrêter la pointe. Alors, il va falloir, effectivement, écrêter la pointe, puisqu'il y a beaucoup d'usages qui vont arriver. Et puis, il va falloir maximiser les usages quand il fera grand soleil au mois de juillet. Puisque, à ce moment-là, aujourd'hui, c'est là où la consommation est la plus basse dans notre pays.
Et avec massivement le photovoltaïque qui va arriver, c'est à ces moments-là où on va avoir massivement de la production, renouvelable tout du moins. Et donc, il va falloir la stocker, avoir des signaux tarifaires qui permettent de stocker cette production dans les batteries des voitures ou dans d'autres usages, et donc faire de l'hydrogène à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que le réseau devient de plus en plus intelligent, parce que c'est le réseau qui va, en grande partie, qui va piloter l'ensemble de ces usages. Question bête, mais sur ces questions d'interconnexion, d'importation, etc., quelle est la distance maximale pour importer de l'électricité quand on est... Alors, il n'y en a quasiment pas. Il n'y en a quasiment pas. Il y a un rêve qui ressort tous les 10 ans, c'est de connecter avec des réseaux continus 1 million de volts l'ensemble de la Terre, un peu comme on connecte Internet. C'est une vision de l'esprit. Peut-être que dans 2 siècles, ça verra le jour, mais pour le moment, on en est très très loin, ce qui permettrait de connecter les zones ensoleillées aux zones où il fait nuit. Hein, mais bon, c'est plutôt... Là, on est quand même plutôt dans la science-fiction. Mais il y a quand même des gros projets qui arrivent. Hein. Là, on est sur un futur award là, qui va être annoncé bientôt. C'est le projet EuroAsia. Donc, c'est un projet très concret d'interconnexion sous-marine entre la Grèce, Chypre et Israël. Donc, il y avait bien, donc c'est 1200 km de câbles sous-marins à 3000 mètres de profondeur qu'on espère gagner. Et vous avez également les grands projets qu'on a entre Australie et Singapour, hein, 3000 km de distance en câbles d'interconnexion sous-marine. On les voit à l'image. Là, voilà. Donc ceux-là, ils vont se déposer au fond de l'eau ? Ils vont se déposer au fond de l'eau. Alors, d'habitude, on pouvait les descendre à 1800 mètres de profondeur avec notre bateau, mais on a un nouveau bateau là, qui vient de sortir qui s'appelle l'Aurora, hein, de 170 mètres d'envergure, 20 000 tonnes en poids, qui peut soutenir 10 000 tonnes de poids de câble, qui est le poids de la Tour Eiffel, hein, quand même, 10 000 tonnes, donc c'est pas rien. C'est pas rien, on est capable de poser à 3000 mètres de profondeur. Alors, c'est le bateau que tu vois. C'est lui qu'on voit là. Et le panier jaune qu'on voit à l'écran, là, au milieu, en fait, c'est le câble est enroulé à travers ce panier-là et est un poids à peu près de 10 000 tonnes. Donc, on a vu la facture, il y a le fait que, et si on revient en Europe, juste pour terminer, le fait que les politiques énergétiques elles-mêmes ne soient pas alignées, est-ce que ça, c'est un défi supplémentaire pour vous ? Ou finalement, peu importe que l'électricité vienne des éoliennes allemandes ou des centrales nucléaires françaises ou des centrales à charbon polonaises, pour résumer les choses. En fait, ce sont les mêmes électrons et ça ne complexifie pas l'équation. Non, pour nous, pour le réseau, on essaie de rendre possible quels que soient les moyens de production. Et c'est vraiment de basculer de centraliser à décentraliser, qui est un challenge, mais on est complètement dessus, enfin depuis quelques années, et on ne pense pas qu'on aura de problème particulier. Après, RTE aura sur les moyens pilotables, ce qu'on appelle les moyens pilotables, c'est-à-dire que le jour où il n'y a pas de soleil et il n'y a pas de vent... C'est les centrales nucléaires, par exemple, les moyens pilotables. Exactement. Voilà. Et ça, on pense qu'il y aura... Enfin, la profession, on pense qu'il faudra toujours garder un socle quand même significatif pour faire face à ce genre de situation. Mais viendra un jour, j'imagine, Stéphane, avec la jeune génération qui demandera dans leur appartement, mais est-ce que je suis alimenté en énergie décarbonée ou pas ? Et à un moment donné, il va falloir répondre à cette question. Voilà. Et la question subsidiaire sera, c'est du nucléaire, à ton avis, c'est décarboné ou c'est pas décarboné ? Voilà. On va rentrer dans la taxonomie, là. On va rentrer dans la taxonomie. Charbon, voilà. Bon, on va relever le défi, Christopher. Aucun doute ? Non, mais c'est un beau défi, mais c'est vrai qu'on est à un moment historique. Voilà, il s'en passe 2 dans chaque siècle, et je pense qu'on est en plein dedans. Nexans est né avec Tesla, Westinghouse et Benjamin Franklin et Edison. Quand ils avaient besoin de câbles pour conduire l'électricité, là, on voit que le câble est au centre de beaucoup de préoccupations mondiales. Donc, c'est un magnifique défi. Tesla, Nikola Tesla. Nikola Tesla. Pas le Tesla d'Elon Musk. Non, même s'il boucle la boucle. Mais on est au bout, voilà, on est au bout, Christopher, on est au bout. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous pour cette émission spéciale sur les réseaux en partenariat avec Nexans. Ce programme vous a été présenté par Nexans.